Amis téléspectateurs de la chaîne citoyenne, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons débattre de la question du code pastoral. Le pastoralisme au Tchad fait face à un double défi. D'une part, la pression démographique croissante et d'autre part, les effets du changement climatique. Ces deux facteurs compromettent l'accès équitable aux ressources naturelles et aux couloirs de transhumance entraînant des déplacements forcés et alimentant des tensions, voire des conflits intercommunautaires. Bien qu'il soit un pilier économique et culturel du pays, le secteur pastoral est fragilisé par une raréfaction de ressources, le surpâturage, l'absence d'une politique d'élevage intensif et le non-respect des réglementations existantes. Autant d'éléments qui menacent la durabilité et limitent ses perspectives de développement. C'est dans ce contexte que les autorités ont, il y a plusieurs années, initié un code pastoral censé encadrer l'activité de l'élevage nomade. Un projet qui avait été lancé sous le président Idriss Déby Itno Père, mais qui fut finalement rejeté par ce dernier et déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, ce même code refait surface, ravivant des débats et suscitant de nombreuses interrogations. Pourquoi ce texte, déjà écarté, revient-il encore sur la table? Quelles sont les motivations réelles derrière cette résurrection? Pourquoi les évêques du Tchad ont-ils rejeté ce code et refusé de participer à la relecture? Le ministère en charge de l'élevage a-t-il suffisamment communiqué et consulté les parties prenantes à cette relecture? Autant de questions qui seront au cœur de nos échanges pour mieux comprendre les positions divergentes autour de ce projet. Pour en débattre, nous recevons 4 invités que nous avons le plaisir de dire bienvenue. Merci. J'ai au bout de la table là-bas Dr Yamingue qui est un chercheur et il est ici sur ce plateau en qualité d'analyste politique. Bienvenue docteur. Merci. Monsieur Douka Ezaï, vous êtes le président national de l'UCCT, entendez l'Union des cadres chrétiens du Tchad, c'est bien cela? C'est bien cela. Vous représentez en quelque sorte l'Église catholique à l'absence des évêques. Bien, comme vous le dites, je ne représente pas les évêques, mais je représente quand même les laïcs catholiques. Oui. Donc, je suis le président du mouvement. D'accord. Monsieur Mamad Mamadou Al-Lefi, c'est bien cela, docteur? Exactement. Vous êtes le conseiller juridique du ministre de l'Élevage. Tout à fait, je suis le conseiller juridique du ministère de l'Élevage. Soyez la bienvenue. Merci. Nous avons enfin Dagana, qui est président d'un jeune parti, comment on appelle déjà le parti? Oui, je suis président du parti Jeunesse Tchadienne en Marche. C'est un parti qui vient de naître à peine une année. D'accord. Voilà, le plateau étant constitué, nous allons passer la parole à docteur, vous qui êtes représentant du ministère. Vous pouvez un peu nous parler du contexte de la résurgence de ce code qui a été déjà, comme on le disait tantôt, enterré par le président Déby Père. Merci beaucoup. Merci à Electron TV de nous avoir donné cette opportunité afin d'éclairer sur cette question cruciale pour notre société, qui fait d'ailleurs objet de l'actualité ce dernier temps. Ce code qui a ressurgé, je pense que par rapport à l'historique du code en question, c'est un code qui a été déclaré effectivement anticonstitutionnel par le Conseil constitutionnel à travers 2 décisions. D'abord la décision 08 Conseil constitutionnel 2014 du 23 juillet 2014 et ensuite par la décision 10 CC EG 2014 du 24 décembre 2014. Et depuis lors, on n'a plus parlé du code pastoral dans notre pays. Il vous souviendra que la question du code pastoral a été soulevée lors du dialogue national inclusif et souverain qui a vu la participation de toutes les couches. Si j'ai une bonne mémoire, c'était la résolution 17 du dialogue national inclusif et souverain qui demande à ce qu'on adopte
on adopte un code pastoral tout en prenant en compte les observations qui ont été émises ou qui ont causé, n'est-ce pas, l'anticonstitutionnel, la déclaration d'anticonstitutionnalité par le Conseil constitutionnel. Et à la suite, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby, l'a intégré dans son programme politique quinquennal, notamment le chantier 9, sous-action 69, action 69, autant pour moi, et sous-action 10, qui vise à doter notre pays d'un code pastoral. Donc c'était sollicité par les participants au dialogue national inclusif. C'est ce qui a suscité à ce que le président de la République puisse l'intégrer dans son programme politique et le gouvernement, à travers le ministère de l'élevage, qui est censé mettre en œuvre le programme politique du chef de l'État, avait jugé idoine cette fois-ci de procéder autrement. Procéder autrement, c'est quoi? C'est d'impliquer toutes les parties prenantes dans la relecture du projet, de l'avant-projet, si vous permettez même, du code pastoral. Du moment où l'anticonstitutionnalité a été déclarée, nous sommes censés, n'est-ce pas, reprendre la procédure. La procédure est en train d'être reprise, et elle est en train d'être reprise, en tout cas pour nous, de la plus belle manière, parce que cette fois-ci, elle est vraiment inclusive. Nous avons, en termes... Bon, ça, sans vous couper, du point de vue du droit, quand un texte est déclaré anticonstitutionnel, ça veut dire qu'il est mort, il est enterré. Est-ce qu'on peut faire la lecture de quelque chose qu'on ne reconnaît plus? Est-ce que ce n'était pas... Les gens sont... En fait, il y a un peu de malcompréhension par rapport à ça. Expliquez-moi. L'approche, c'est quoi au juste? Oui. Il y a eu un texte qui a été déclaré anticonstitutionnel. Et lorsqu'on parle de lecture, ce n'est pas pour adopter ce texte-là, mais c'est pour susciter la réaction des parties prenantes. Mais dans ce cas, est-ce qu'on ne pouvait pas parler plutôt d'écriture d'un autre texte que de parler de relecture? D'écriture d'un autre texte, de relecture. En tout cas, l'objectif, vous allez voir que les différents ateliers zonaux qui ont été organisés, les 5 à Fada, à Béché, Massakori, Bongor et Sar, ont émis des recommandations, ont émis des observations par rapport aux différentes dispositions. De l'article 1er à l'article 95, je crois. Et il y a eu des observations et des amendements et toutes les observations qui ont été émises par le Conseil constitutionnel ou les requêtes des 49 députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel à travers les 2 requêtes ont été amendées par les participants. Ont été amendées par les participants. Donc, qu'il s'agisse de relecture ou de réécriture, nous sommes en train de converger vers un nouveau texte. Nous sommes en train de converger vers un nouveau texte qui porte sur le pastoralisme. Vous savez, la question pastorale dans notre pays est une question importante et cruciale. Une question importante et cruciale qui ne peut pas demeurer sans un cadre légal approprié. Tout comme l'agriculture. Tout comme l'agriculture, bien sûr. C'est pourquoi, lors de notre atelier, lors de nos différents ateliers zonaux, nous avons tenté d'impliquer, d'être le plus inclusif possible. On ne peut pas être plus réaliste que le roi. Nous avons vu la participation des éleveurs. Nous avons vu la participation des organisations, des professionnels des agricultures, par exemple. Nous avons vu la participation des acteurs religieux dans les différentes provinces. À part le dernier atelier zonal qui a suscité une réaction par rapport à quelques évêques qui ont émis, n'est-ce pas, qui ont fait un communiqué et qui n'ont pas participé à cet atelier. Par contre, dans les 18 provinces qui ont fait objet des ateliers zonaux dans les 4 provinces, on n'a pas eu, n'est-ce pas, de difficultés. C'était participatif, les participants ont émis des recommandations et c'est l'endroit également de remercier la population de ces 4 provinces qui ont participé également à SAR avec nous. Ils ont émis également des observations par rapport au code pastoral. Ok. Monsieur le Président national de l'UCCT, vous avez publié un communiqué de presse aussi concernant cette relecture du code il y a 2 jours. Dites-nous pourquoi vous contestez cette relecture. Bien, merci beaucoup. Au fait, comme le conseiller du ministère le dit, c'est un code anticonstitutionnel. Comme vous l'avez dit aussi tantôt, c'est un code envoyé déjà dans l'oubli. Et donc si pour nous réellement il faut parler du code pastoral au Tchad, il faut réécrire un autre projet. Et avant d'aller à la lecture ou la relecture de ce code-là, il fallait envoyer à chaque participant ce que nous allons travailler dessus sur le terrain. Malheureusement, nous avons trouvé que c'est un truc déjà scellé d'avance. Si le feu président maréchal Idriss Déby avait retiré ce code, pourquoi revenir sur la table avec ce code aujourd'hui? Nous
dénonçons vraiment ce projet de code. Pourquoi? Surtout si nous allons au niveau de l'article 43-44, si j'ai bonne mémoire, qui dit que l'agriculteur doit clôturer ses champs, l'agriculteur doit surveiller ses champs en journée et l'éleveur doit surveiller ses animaux la nuit. En fait, pour nous, nous sommes en train de mettre la population dans un état de guerre où il y aura des affrontements. Parce que pourquoi faire couler du sang, sachant que ce code-là peut susciter vraiment des réactions vives dans la population. D'accord. Voilà. Ok, Monsieur Dagana, votre parti politique aussi a écrit une correspondance au Premier ministre, je crois, pour dénoncer aussi ce code. Pouvez-vous nous dire quelle est la position de votre parti par rapport à ce code? Oui, merci. Bon, je ne parle pas de code parce que je me rends compte qu'il n'y a pas eu de code. Dès lors qu'en 2014, ce premier code a été rejeté, ça veut dire qu'il n'existe plus. Alors, comment peut-on parler de relecture? C'est là vraiment la question. J'arrive. Le ministère de l'élevage aurait dû parler de la production d'un nouveau code. Ça, on comprenait. La production d'un nouveau code, ça c'est un. Deuxièmement, s'il fallait produire un nouveau code pastoral, qui dit élevage, il y a agriculture et à côté. Qui dit élevage et agriculture, il y a l'environnement à côté. Alors, on ne peut pas prétendre à concevoir ou bien faire la relecture de quelque chose qui a été jeté, entre guillemets. Donc, pour nous, ça n'existe pas. Maintenant, allons dans le sens de la production d'un nouveau code. Alors, il faudrait qu'on implique les parties prenantes, c'est-à-dire les trois ministères d'abord, de façon synchrone, devront se réunir, l'agriculture, l'élevage et puis l'environnement. Souvenez-vous, je parle sous le contrôle du ministère de l'Environnement, parce qu'il s'était dit que chez nous, la coupe de bois vert est interdite. Alors maintenant, quand on demande dans ce projet de nouveau code-là aux agriculteurs de clôturer par exemple leurs champs, avec quoi? L'État va mettre à leur disposition des barbelés, des grillages, sinon ils vont couper les épines. On va revenir en détail, le représentant du ministère est là, il va nous donner toutes ces informations. À côté, ils seront pénalisés par le ministère de l'Environnement. Oui. Alors nous, en tant que jeunes partis politiques, nous avons trouvé quand même qu'il y a un déséquilibre entre les réalités de nos provinces. C'est pourquoi nous avons eu l'amiabilité de produire une lettre prospective au chef de gouvernement qui l'a bien reçue. Et dans cette lettre, nous avons fait des propositions sur ces codes, entre guillemets, que nous supposons qu'ils n'existent pas. Nous avons fait quand même des observations sur quelques articles que je reviendrai dessus. Et nous avons trouvé quand même normal qu'il fallait asseoir tout le monde dedans. Ce n'est pas inclusif. Quand déjà, nous, au niveau des partis politiques, nous n'avons pas reçu d'invitation quelconque pour être, par exemple, membre. Et c'est pourquoi, quand le Premier ministre a reçu ma lettre en date de 5, le même jour, il a transmis au ministre de l'Élevage, qui m'a appelé promptement, on a déjà échangé. Et donc, c'est ici l'occasion de passer une copie en fin d'émission à son conseiller juridique. Voilà, donc nous avons trouvé qu'au lieu de continuer par parler de projets de code pastoral, il faudrait qu'on reproduise un autre projet, voilà, en impliquant tout le monde, en tenant compte des réalités de 23 provinces et en tenant exactement compte d'une étude anthropologique. Parce que quand on prend les 23 provinces du nord au sud, nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous ne faisons pas les mêmes types de cultures. Nous n'observons pas les mêmes quantités pluviométriques par toutes les provinces. Ce n'est pas les mêmes choses. Okay. Et donc, tous ces aspects devront être pris en compte si on veut vraiment avoir un projet de code, je ne vais pas l'appeler pastoral. Il faut que ça implique les trois ministères et il faut que cela tienne vraiment compte des réalités de notre pays. D'accord. Docteur Yamingue, vous qui êtes chercheur, vous avez certainement eu déjà des études dans ce sens. Quelle est votre lecture de la situation? Alors, au-delà des études, je pense que j'ai, comme beaucoup de collègues d'ailleurs, ces derniers jours, on est obligé de s'arrêter pour regarder tout ce qui a été fait autour de ce code. Et j'avoue qu'il y a trois éléments majeurs. Le premier élément, c'est la méthode. Je crois que ce qui pose problème en ce moment,
c'est la méthode. Là, je viens d'écouter comme les autres panélistes, le docteur Mamadou, et comme le conseiller juridique, comme le ministre de l'élevage qu'on a régulièrement écouté ces derniers jours, comme le président de la République à travers son projet de société, tout le monde semble être de bonne foi. Il n'y a pas de doute. Quand on écoute, tout le monde semble être de bonne foi. Le problème, c'est que les Tchadiens sont tellement habitués à être floués à certains niveaux que personne ne veut plus jamais prendre de risques. Aujourd'hui, quand je dis le premier problème, c'est celui de la méthode, c'est totalement incompréhensible cette méthode que le ministère de l'élevage est en train de dérouler pour atteindre, du moins réaliser cette sous-action du projet de société du président. C'est totalement curieux parce que quand on regarde et les termes de référence et les discours tout autour, il est question de reconstitutionnaliser un document qui a été inconstitutionnel. C'est totalement incompréhensible et ça, Dieu fait bien les choses, le conseiller juridique est là à côté. Le ministre a dit ces derniers jours que ce n'est qu'une étape. Il est question de relire et puis de collecter les réactions, le maximum de réactions possibles en allant jusqu'à la base avant de s'asseoir et rédiger le projet. Moi, j'ai lu les deux termes de référence pour les ateliers zonaux et pour l'atelier de N'Djamena. Il est question de faire une analyse minutieuse du document, de relever des points clés afin de retirer des articles ou de reformuler des articles et puis renforcer le projet de code et engager un processus qui permettra de valider un code pastoral. Et si c'est ça, on retombe dans le même travers de 2014. Le ministère semble aussi beaucoup insister sur le caractère inclusif et participatif. Non, là aussi, si on est honnête, on regarde la méthode. Combien de personnes sont consultées dans le cadre de cette relecture? 5 ateliers zonaux, ça fait à peu près 621 personnes pour les ateliers zonaux et une quarantaine pour l'atelier de validation. Donc on est entre 660 et 670 personnes qui sont consultées. Si on va dans les détails du profilage, dans chaque province, c'est 4 éleveurs et 4 agriculteurs, dont une femme à chaque fois. Bon. C'est totalement dérisoire, même dans les provinces qui ne sont pas des provinces fondamentalement agricoles ou pastorales. C'est un travail très qualitatif avec un échantillonnage totalement, pas seulement minime, mais totalement non représentatif. Déjà. Donc, sur la méthode, il y a beaucoup de choses qui sont un peu incongrues. Et lorsqu'on vient en rajouter, au manque de confiance aux institutions, on se dit, mais tout ça est en train d'être fait, et puis ce projet de code va être toiletté, retoqué et envoyé à la représentation nationale. On ne revient pas suffisamment sur ce qui a justifié l'inconstitutionnalité. Moi, je pense que s'arrêter sur la correction du texte, en fait, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas une copie mal rédigée qu'il faut revoir. Ça, on est à côté des vraies préoccupations. C'est un document inconstitutionnel parce que même sur le fond, ça pose problème. Il y a des problèmes de principe, il y a des problèmes de fond, il y a des amalgames qu'on ne peut pas régler en corrigeant des articles, même en retirant des articles, même en ajoutant des articles. Donc, c'est un document, c'est vrai, on peut s'en servir comme matière et puis partir de là et produire un autre document. Et je crois que c'est ce que le ministère de l'élevage a même écrit dans les termes de référence, parce qu'il est question de produire un code pastoral qui soit consensuel et qui serve à l'exercice de l'agro-pastoralisme. Même là, il y a un problème lié au caractère constitutionnel. C'est l'un des éléments d'anticonstitutionnalité. Si on veut faire un code agro-pastoral, peut-être qu'on en parlera, on retombe dans le caractère anticonstitutionnel. Parce que l'ancienne constitution, c'est l'article 121, l'actuelle constitution, c'est l'article 132, dit qu'on ne peut pas faire une loi pour l'élevage
seulement ou pour une pratique de l'élevage ou pour une pratique de l'agriculture. Surtout que ce domaine est multisectoriel. C'est ça. C'est que si on veut faire une loi, c'est une loi qui intégrera l'élevage, l'agriculture, les eaux, la forêt, la faune. Il y en a dans la Constitution. Donc, là, on s'engage dans un processus qui nous mène encore à un caractère anticonstitutionnel. Et je termine sur le troisième point, c'est le contexte. Alors, pour faire le projet de société du président, on a dit qu'on s'est appuyé sur le dialogue national. On vient encore de l'écouter. Pour initier cette démarche, on dit qu'on s'appuie sur le dialogue national. Non. Je pense qu'il suffit de reprendre les documents, ils sont là. Cette recommandation, la recommandation 17, je suis totalement d'accord, elle est formulée. Pourquoi? C'est une recommandation qui est formulée dans le cadre des discussions sur la thématique 1 qui porte sur la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Et donc, c'est l'une des recommandations qui devrait contribuer à la paix, à la cohésion nationale et à la réconciliation nationale. Si déjà d'emblée ça ne participe pas, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'esprit des discussions du dialogue national. Et cette recommandation a été formulée sur la base d'un certain nombre de ressorts du mal vivre ensemble qui ont été identifiés et déplorés par les participants au dialogue national. Les rapports sont encore là. Je vous lis peut-être trois de ces ressorts-là. Excusez-moi, je vais faire rapidement. Oui, très rapidement, parce qu'il y a déjà assez de questions à Dr Mamadou, il doit répondre. Le développement croissant du sentiment d'injustice et d'inégalité des citoyens au sein d'une grande frange de l'opinion. Le non-respect de la dignité de l'autre et de la justice pour tous. Le sentiment d'exclusion dans la gestion de la chose publique et de la répartition équitable des richesses nationales, entre autres. 6, 7 et 8 ressorts. Donc, c'est une action qui devrait contribuer à corriger ces ressorts de mal vivre ensemble. Et si, là, visiblement, on n'est pas dans cette dynamique. Donc, on n'est pas dans l'esprit des discussions du dialogue national. Voilà. Docteur Mamadou, merci beaucoup. À travers ces interventions, Docteur Yamingue pose d'abord un problème de méthode. Comme je le disais aussi dans mon introduction, est-ce que le ministère a vraiment communiqué ou consulté autour? Et ce qui fait dire à beaucoup de Tchadiens que vous avez un agenda caché. Que répondez-vous? Méthode mal conçue ou bien une volonté? Merci beaucoup. Oui, j'ai suivi en tout cas les différentes interventions. Et ce sont des préoccupations pour nous, ministère de l'Élevage, tout à fait légitimes pour tout citoyen. Et nous, on vous rassure, on rassure la population. Et en tout cas, on rassure tout le monde qu'il n'y a pas un agenda caché derrière ça. Si c'était un agenda caché, on ne va pas tenter à ce que ce cadre légal soit inclusif. Alors, dites-nous, après la relecture, quels sont les articles qui ont été totalement balayés? Maintenant, on va revenir. Oui. Maintenant, j'ai suivi le chef de parti qui a fait vraiment, qui a évoqué un point très important au plan juridique, que le cadre légal n'existe pas. Un code pastoral n'existe pas. Si le code pastoral n'existe pas, comment on a fait pour avoir, n'est-ce pas, des dispositions par rapport d'un code qui n'existe pas? On ne peut pas avoir une disposition. Mais puisqu'il est rendu inconstitutionnel, c'est qu'il existe, il est rejeté. S'il vous plaît. Oui. Non, c'est pour revenir à ce que vous dites. Laissez-moi finir. Lorsqu'on dit que le cadre légal n'existe pas, c'est qu'on ne doit pas avoir également, on ne va pas évoquer des dispositions. Parce que tantôt on nous parle de l'article 43. Tantôt on nous parle de l'article 44, tantôt on nous parle de l'article 46. Du moment où ce cadre légal n'existe pas, attendons d'abord avoir un cadre légal qui existe et évoquer la question d'inconstitutionnalité. S'il vous plaît. Mais docteur, il était judicieux du côté du ministère de réunir les gens pour dire que écrivons un nouveau code. Pas parler de relecture. C'est cet exercice qui mais le terme utilisé là ravive les tensions, docteur. S'il vous plaît. En fait, c'est cet exercice qui est en train d'être fait en réalité. Mais ça veut dire que vous avez mal communiqué. Vous n'avez pas, c'est certainement, vous n'avez pas échangé avec les participants aux ateliers. Personne, aucun participant ne viendra vous dire que cet atelier a apporté, n'est-ce pas, un cadre légal auquel il faut imposer aux participants sans s'enquérir, n'est-ce pas, de leur avis, prendre en compte leurs objections et autres.
Et par rapport à la question, c'est pourquoi je dis, ce n'est pas le moment idéal d'évoquer une telle ou telle. Je vois très souvent des interventions. Les gens nous parlent de l'article 9, qui porte, n'est-ce pas, sur la priorisation du pastoralisme. Tantôt, on nous parle de l'article 43, alors que le cadre légal en question a été jugé anticonstitutionnel et le gouvernement est en train de reprendre un autre texte, si vous voulez. Ce n'est pas seulement ce cadre légal. Maintenant, la question de relecture, c'est un document qui existe, ce n'est même pas un code pastoral. Ce n'est pas un code pastoral, c'est un document qui a été rejeté, qui existe et qui vise à, n'est-ce pas, susciter la réaction de tout un chacun. Nous allons trouver beaucoup plus légitime de proposer, de faire savoir quel est le document qui a été rejeté. Il faut d'abord présenter le document qui a été rejeté. Après avoir présenté le document qui a été rejeté, ça suscitera d'ailleurs plus de réactions. Si on avait un agenda caché... Docteur, vous êtes juriste, éclairez-nous. Quand le Conseil constitutionnel dit que ce document est anticonstitutionnel, qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Moi, au fait, à ce niveau, si vous permettez, docteur... Ça veut dire qu'il n'est pas utile pour le pays, c'est ça, non? Ou bien? Quand on dit qu'un document est anticonstitutionnel, c'est que le document n'est pas conforme à la Constitution. Et alors? En fait, le problème, c'est quoi? Les gens ont une appréciation, en tout cas, c'est une appréciation personnelle. Des personnes ont une appréciation très hâtive de ce cadre légal qui a été d'ailleurs rejeté par le Conseil constitutionnel. Nous, on respecte la décision du Conseil constitutionnel. On ne va pas ressusciter ce cadre légal parce que on a même parlé de résurgence, de ressusciter. On n'est pas en train de ressusciter ce cadre légal qui avait été déjà jugé anticonstitutionnel par le Conseil constitutionnel. Au contraire, nous avons juste présenté, on a fait la relecture de ce cadre légal pour susciter la réaction, n'est-ce pas, des participants, parmi lesquels il y a ceux qui sont censés même appliquer et mettre en œuvre ce cadre légal. Bien pour moi, s'il vous plaît, à la suite de ce que le docteur vient de dire, s'il vous plaît, si vous permettez, pour nous, il serait vraiment judicieux de regrouper des techniciens du domaine en impliquant toutes les parties concernées, dont les agriculteurs, les éleveurs, les différents ministères sectoriels. Je voudrais qu'ils nous disent quels sont les parties prenantes à ces ateliers. Pour un cadre qui puisse nous permettre de rédiger un document pour aller sur une nouvelle base et maintenant soumettre, n'est-ce pas, cette écriture-là, ce nouveau code, si vous me permettez, entre guillemets, à la relecture, mais à la vulgarisation auprès des paysans, auprès de la population. Il faut que ça soit vraiment représentatif. Maintenant, aujourd'hui, tout à l'heure, le docteur est parti sur une base d'un petit calcul où peut-être c'est seulement 4 à 8 personnes par province qui ont pris part à cette relecture dont vous appelez. Et pour nous, on trouve que ce n'est pas inclusif. Donc il faut des techniciens de tous bords, que ces techniciens se réunissent pour rédiger un truc vraiment raisonnable, qui ne puisse pas mettre mal à l'aise une partie de la population. Et maintenant, revenir sur la table, s'asseoir pour sa validation. Mais quand vous ressuscitez un document qui a été jugé anticonstitutionnel, vous voulez encore vous baser sur ça, il fallait carrément écarter ce document-là et aller sur une nouvelle base. Alors, avant de revenir à vous, il y a M. Dagana qui demande la parole. Oui, je voudrais simplement m'adresser aux représentants du ministère de l'Élevage, juristes. C'est quoi un texte qui a été déjà rejeté? Je ne suis pas juriste, hein, j'emploie rejeter, c'est plus facile pour moi. Voilà, un texte qui a déjà rejeté. Pourquoi se baser dessus pour prétendre corriger ou relire ça? Non, il a été jeté. Surtout qu'on sait déjà que ça a suscité trop de tensions. Est-ce que c'est les compétences qui manquent chez nous pour qu'on puisse produire un autre? Est-ce que c'est les compétences? Sinon, pourquoi juridiquement c'est quoi? Quand vous dites que ce n'est pas recevable, jetez-le à la poubelle. Produisons notre. D'abord, il a été déjà jeté parce que le Conseil constitutionnel l'a déclaré inconstitutionnel. Pourquoi vous prenez comme référence cet ancien texte de 2014? Deuxièmement, le ministre, quand on communiquait, il a reconnu qu'il y a un problème de communication. Ils n'ont pas suffisamment communiqué ça à l'opinion nationale. Parce que dans la tête de lambda, vous brandissez dans sur les réseaux, les codes de 2014 qui va être relu, révisé. C'est tout ce qui a été attribué comme adjectif. Mais pourquoi relire? Pourquoi réviser quelque chose qui a été jugé négatif? Quelque chose qui a été jugé pas bon pour nous? Appelez les techniciens, appelez tous les acteurs, les politiques. Produisons un autre. Ça, c'est bien. Mais pas se baser sur la relecture, sur la révision. Bon, nous, ce qui nous motive, vous ne nous avez pas présenté notre document. C'est cet ancien document qu'on l'a lu comme vous. On a trouvé que non, il y a des trucs très excessifs. C'est pourquoi nous ne voulons pas produire des lettres ouvertes.
C'est pourquoi nous avons fait des propositions à votre hiérarchie qui l'a reconnu. Et aujourd'hui, dites-nous clairement, pourquoi vous, en tant que juriste, vous vous basez mordicus à prendre l'ancien texte, le relire, le réviser, et vous nous dites que nous ne comprenons pas. Expliquez-nous en français facile, parce que nous ne sommes pas juristes. Expliquez-nous en français voilà, docteur, facile. Comment comptez-vous, comment votre ministère compte-t-il prendre en compte les avis de la communauté nationale? Je disais que je trouvais la réaction légitime. Oui. Quand j'ai dit je trouve la réaction légitime, parce que si on te dit le code pastoral, tout à l'heure il a dit que le code pastoral n'existe pas. Ok, on ne va pas revenir dessus parce que le temps court. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire comment... S'il vous plaît, du moment où ce cadre légal n'existe pas, oui, il n'existe pas. Ce n'est pas un texte. Ce n'est pas un texte qui est déjà rentré en vigueur. C'est un document. C'est un document, pour nous, en tout cas, selon l'approche que nous avons jugée idoine, c'est de présenter ce document. Et en fait, il est plus facile pour nous de regrouper les gens, écrivons un nouveau texte. Il serait plus facile pour nous de faire ça. Mais pour nous, on a trouvé plus idéal de présenter ces documents et de susciter la réaction de tout un chacun. Voilà. Maintenant, je suis sur un logique. Dites-nous, quels sont les articles de ce code-là qui ont été dégagés, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Donnez-nous un peu le contenu de... S'il vous plaît, oui. Je suis dans un logique, je suis en train d'éclaircir, il ne faut pas me perturber. Maintenant, on n'a que 52 minutes. Par rapport au ministère, tout à l'heure, vous avez évoqué les différents ministères qui n'ont pas été, n'est-ce pas, associés. Mais je suis étonné quand vous dites ça. On vous a posé la question. Dans tous nos ateliers zonaux, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Oui. Dans tous nos ateliers zonaux, nous avons invité tous les départements en charge du développement rural. Dans les provinces, qui est censé représenter le ministère de l'Agriculture, par exemple? Dites-nous. Qui? Dites-nous qui vous avez invité. C'est ce que Mais nous non, voulons c'est le savoir. délégué. Le délégué, mais au fait, avant d'arriver à ce niveau, il faut que le ministère soit vraiment impliqué. Quand vous développez vos arguments, Et peut-être le ministère pourra donner des orientations à ces délégats. Il a la parole, laissons-le poursuivre. Laissez-moi finir. Maintenant, nous avons invité les délégués provinciaux. Dans tous nos ateliers zonaux, nous avons invité les délégués. Ils ont émis des observations très pertinentes. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question d'agro-silvopastoral ou d'agro-pastoral. Certains ateliers, on nous a dit, au lieu de parler du code pastoral, puisque ça touche déjà l'agriculture, pensons à un code agro-pastoral. Maintenant, au lieu de venir débattre sans participer, n'est-ce pas, à cette activité, on aurait bien aimé, par exemple, voir les évêques participer avec nous dans la salle et nous faire des propositions. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que c'est un cadre légal. Ce n'est pas un cadre légal qui existe, c'est juste un document. Nous avons présenté juste pour susciter la réaction des participants. Au-delà, on n'a aucunement pas une autre idée. Et je vous ai posé une question. On a pris en compte les différentes recommandations issues des différents ateliers dans un document. Nous allons organiser un atelier national. Cet atelier national verra la participation de plusieurs acteurs. Tout à l'heure, il a évoqué le nombre de participants. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les articles de l'ancien code qui ont été rejetés? Les articles de l'ancien code qui ont été rejetés, au-delà des dispositions, notamment l'article 43, 46 et 49, qui ont été déclarés anticonstitutionnels. Même le 9, le 11. Même le 9, 11 et autres qui ont été déclarés anticonstitutionnels, des observations ont été émises quasiment dans toutes les dispositions et on est même parti au-delà. Vous prenez par exemple le code pastoral de 2014, qui ne définit pas les infractions, qui ne classifie pas les infractions. Les ateliers ont vu la participation non seulement ça, il fait la part belle aux éleveurs, ils n'ont rien à payer. Vous dites? Il fait la part belle aux éleveurs qui, en réalité, ne payent rien, même s'ils... Donc, c'est pour vous dire que toutes ces dispositions ont été reprises. Et nous avons eu la chance, nous avons vu la participation des présidents des tribunaux, des juristes, qui nous ont fait également des propositions par rapport à l'amélioration de ce document. Vous allez voir, attendons, on aura un cadre juridique qui porte, n'est-ce pas, qui peut porter sur l'agro-pastoralisme ou sur le pastoralisme, et, n'est-ce pas, qui nous permettra de réagir. Mais pour le moment, nous sommes en face si vous voulez, de rédaction même d'un cadre légal, au-delà de relecture qui a été évoquée. On peut même parler de rédaction d'un nouveau cadre. C'est l'occasion pour vous d'être le plus inclusif possible. On est déjà inclusif, et c'est pourquoi je lance à travers votre micro un appel à tous ceux qui n'ont pas voulu participer aux ateliers zonaux de se joindre à nous à l'atelier national. Et nous invitons également ceux qui pensent être lésés, en tout cas c'est une œuvre humaine qui ne peut en aucun cas être parfaite, et nous allons prendre en compte
tout ce qui peut émaner en termes de propositions des différentes personnes. Ça veut dire qu'il faudrait que vous preniez bien en compte la proposition du docteur Yamingue. Votre méthode, il faudrait qu'elle soit vraiment améliorée. Nous allons donner la parole à docteur qui... Voilà. Si vous avez des recommandations, docteur Yamingue, vous avez la parole. À avoir un cadre juridique légal dans lequel l'agriculteur et l'éleveur peuvent se retrouver, ça nous arrange. Et c'est pourquoi nous sommes en train de... Maintenant, un dernier point. Par rapport à l'atelier national, il a évoqué le nombre de 40. C'est pas vrai. Nous, on n'a pas encore déterminé, même au sein du comité, du comité qui a été mis en place par le ministère de l'Élevage, on ne sait encore pas le nombre de participants. Non, il parle de termes de référence qui déterminent le nombre de participants par atelier zonal. C'est pourquoi j'ai dit par rapport aux participants, actuellement, nous sommes en train déjà de réfléchir sur le nombre de participants à l'atelier national. Et pour l'atelier zonal, si vous avez eu le nombre de 600 quelques personnes par province, c'est parce que nous avons... Non, il parle du tout. Des ateliers zonaux, des 5 ateliers zonaux, autant pour moi, c'est parce que nous avons invité 28 personnes par province. Mais c'est pas représentatif. C'est ce qu'il disait justement. On a invité 28 personnes par province. Maintenant, nous sommes en train d'organiser un atelier national. S'il y a des recommandations, s'il y a des avis qui peuvent améliorer ces documents à travers une inclusivité, c'est ce que nous cherchons. Faites-nous des propositions. Si elles sont d'accord, le temps nous permet. Docteur Yamingue, vous avez Docteur Mamadou, moi j'ai conscience que vous êtes dans un rôle difficile. On n'a pas la prétention de faire votre procès, ni de faire le procès du ministère de l'Élevage. Pas du tout. Je vous assure que on est d'accord qu'il y a des bonnes intentions à la base. Mais sachez aussi que même l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est triste, mais c'est cela. Il y a les termes de référence que vous avez envoyés dans la ville. Hein. Je ne sais pas si, quand vous dites qu'il n'y a pas de nombre, il y a les termes de référence des ateliers zonaux, il y a les termes de référence de l'atelier national. Les deux termes de référence sont disponibles et j'ai observé que les termes de référence des ateliers zonaux ont été effectivement utilisés pour réaliser les ateliers zonaux. Donc, il est presque évident que les termes de référence de l'atelier national seront utilisés pour la réalisation de l'atelier national. Il y a même le budget qui est là-dedans, c'est 50,6 millions ou quelque chose comme ça. Ça peut bouger. Mais sachez que vous avez envoyé, et c'est ça qui inquiète, parce que l'atelier, je n'ai pas envie de vous poser la question, mais l'atelier national, c'est un atelier national de validation du projet de code pastoral. Regardez, les ateliers zonaux, vous avez mis les objectifs spécifiques. Faire une analyse approfondie des dispositions de l'ancien code, reformuler ou contribuer à ou retirer des articles, identifier des dispositions à ajouter. Il y en a, c'est très explicite. Et l'idée, c'est d'aller vers un nouveau code pastoral. Et vous-même, vous avez dit, et c'est là où il y a l'amalgame, vous-même, vous avez dit que c'est un nouveau code pastoral qui devrait être consensuel et qui doit porter sur l'exercice de l'activité agro-pastorale. C'est là où le bas blesse. Il y a des recommandations... Non, je n'ai pas dit sur l'exercice agro-pastoral. Non, je n'ai pas dit que c'est vous. Non, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Non, je n'ai pas dit que c'est vous qui avez... Poursuivez, docteur. Je n'ai pas dit que c'est vous qui avez dit. C'est l'objectif général de vos ateliers zonaux. Allez prendre les termes de référence et lisez. Il y en a dans vos termes de référence, je n'ai pas dit que c'est vous. J'ai comme l'impression aussi que vous ne prenez pas suffisamment de recul par rapport à ce que vous envoyez vous-même dans la ville. Et là, malheureusement, moi je ne suis pas, et c'est sur ce point que je partage un peu la position des évêques de la zone méridionale, je ne suis pas dans une logique de rectification des articles. Parce que ce n'est pas suffisant. Il y a des problèmes de fond. Sur le fond, on va avoir un instrument juridique qui encadre l'élevage. Et même pas l'élevage. Donc quand on parlait même de code rural, ce qui va englober toutes les activités. C'est les propositions. C'est les propositions. Nous, jusqu'à là, on ne s'est pas arrêté sur un point quelconque. Permettez-nous d'aller à la fin de notre logique. Ce qu'on ne comprend pas dans votre démarche, c'est pourquoi vous ne prenez pas, parce que c'est ce que la conférence, le dialogue a recommandé, ce que le président voudrait faire, mais c'est vous, les techniciens. Pourquoi vous ne prenez pas le code rejeté là? Déjà, vous-même vous explorez. Il y a les éléments de violation massive relevés par le Conseil constitutionnel déjà qui sont là. Vous les intégrez, puisque c'est ça qui a contribué à déclarer cet ancien projet inconstitutionnel, anticonstitutionnel. Et si vous les appliquez,
la première chose par laquelle vous allez commencer, c'est que vous allez dire, ce n'est pas, c'est vrai, là, le dialogue a suggéré un code pastoral, mais ce sera un code rural. Parce que ça, c'est déjà l'un des éléments. Voilà. Et vous intégrez les autres, vous faites un travail technique, et puis ensuite, vous allez avec une première maquette, un premier document, vers la base. C'est ça le caractère participatif. Est-ce que le nouveau document que nous avons, et que nous avons pris le soin de toiletter en tenant compte des objections du Conseil constitutionnel en son temps, est-ce que ce nouveau document peut encore être enrichi? Et c'est de cette manière que vous allez arriver à un projet consensuel. Vous ne le faites pas de cette manière. Et vous dites que là, c'est même un début. On va relire l'ancien pour rassembler les réactions. Et puis ça va servir à quoi? Ça va servir à bâtir un nouveau projet de code qui va aller dans une assemblée nationale que les gens connaissent. Ou bien ça sert à quoi? Et dans ce cas aussi, il y a beaucoup d'éléments. Quand je dis, moi, je ne suis pas de ceux qui s'attaquent aux articles. C'est que le code de 2014, le projet de code de 2014 s'appuyait sur une décentralisation à 4 niveaux. Aujourd'hui, nous sommes avec une constitution qui consacre une décentralisation à 2 niveaux. Donc, ça modifie tout ce qui est dit dans l'ancien code et qui a un lien avec la question de la décentralisation. Et les définitions de concept, je termine, et je vous donne un exemple pour terminer. Merci. Quand vous prenez par exemple l'article 4 sur les définitions de concept, et c'est ça qui biaise encore une fois le document de fond en comble. Les ressources pastorales. Les ressources pastorales sont définies de la manière suivante. Les ressources pastorales, c'est l'ensemble des ressources nécessaires à l'alimentation des animaux en élevage extensif. Exemple, l'eau, le pâturage, les résidus de culture, le foin stocké, les terres salées. Et il y a comme ça des définitions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Aire de stationnement, cure salée, ainsi de suite. Et si on prend l'article 50 du projet de code, suivez attentivement. L'article 50 dit « Les éleveurs ont le droit d'accéder et d'exploiter librement les ressources pastorales pour l'alimentation de leurs animaux. L'État et les collectivités territoriales décentralisées assurent l'accès équitable aux points d'eau aménagés. » Vraiment, docteur, il y a beaucoup d'articles qui font de l'éleveur quelqu'un que l'État et les autres communautés doivent tout contribuer pour lui. Mais je ne sais pas, docteur, excusez-moi, pour un tel travail, est-ce que vous avez eu un cadre d'école? Vous avez consulté un pays? Il y a des pays en Afrique qui sont des exemples en ce qui concerne le code pastoral. Vous avez lu le code pastoral béninois? Vous l'avez regardé? Malien, béninois, vous avez regardé ça? Nous avons parcouru beaucoup de codes pastoraux dans le ministère. Au niveau du ministère de l'élevage, nous avons parcouru beaucoup de codes pastoraux. Parce que nous sommes en train de se lancer dans un exercice où il va falloir prendre en compte ce qui se passe ailleurs également. D'accord. Maintenant, je dis, ce n'est pas le moment. Mali, Niger, Éthiopie, tout ça. On a bien pris note. On n'est pas revenu avec le code pastoral de 2014 pour l'appliquer. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas le moment de faire des appréciations sur une disposition d'un cadre légal qui n'existe plus. D'accord. Alors, M. Douka. Mais moi, je pense. Oui, ce n'est pas le moment. Oui, le temps presse. Oui. Honnêtement, monsieur le conseiller, vous devez reconnaître que la procédure a été très mal lancée. Vous êtes allé sur une très mauvaise base. Il ne fallait plus encore sortir ce code-là pour appeler les gens venant encore relire ce code pour l'amender, que ce soit. Je l'ai dit ici avant, il fallait plutôt, si vous voulez, comme le docteur l'a dit, déjà toiletter les articles ou bien les parties de fond qui ont fait susciter des réactions en 2014, qui a conduit ce code à être caduque, donc, si vous permettez le terme. Alors, aujourd'hui, vous suscitez encore ce truc. Pour moi, s'il le faut pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réunir les techniciens, rédiger un nouveau document. Si vous voulez que les gens prennent part à un atelier, envoyez-leur les brillants pour qu'ils s'en approprient, qu'ils savent que de quoi nous irons discuter à l'atelier. Et il faut impliquer tout le monde. Mais ici au Tchad, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. L'éleveur au Tchad aujourd'hui, c'est qui? L'éleveur, c'est peut-être le plus riche du pays. Et on taille vraiment ce code-là sur mesure
pour les protéger au détriment des vrais cultivateurs, des éleveurs, des villageois qu'on voudrait tuer. Donc, n'est pas vraiment un projet caché là. Il n'y a pas de projet caché. Il y a un projet caché aujourd'hui quand nous voyons. Nous disons que c'est pas. C'est lui qui a la parole, docteur. Les autres, Il y a un plan caché pour nous. Il y a un plan caché. Alors, Dagana, vous qui êtes chef de parti politique, est-ce qu'on doit concevoir un texte qui doit remettre les conflits intercommunautaires? C'est ça la vision du gouvernement? Est-ce que ça, on ne crée pas encore d'autres situations? S'il vous plaît, on n'est pas en train d'adopter un texte. On n'est pas en train d'adopter un texte. On est en train d'élaborer un cadre légal. Il faut faire la distinction entre adoption et relecture également. D'accord. C'est à lui la parole maintenant. Il a le temps de parler. Vous savez, nous sommes tous Tchadiens ici. Nous savons tous que le Tchad n'importe pas ses alimentations. À part le riz qui nous vient quelque part, le riz chinois. Nous consommons local. Du paysan, du village jusqu'au président de la République, nous consommons local. Dans nos assiettes, nous mangeons ce que nous produisons. L'histoire nous retiendra parce que nous sommes là sur le plateau d'une télévision nationale. En 2014, les mêmes personnalités, l'ambassadeur Nagoum, il est encore là, ils ont rejeté Yana. Les mêmes personnes, la majeure partie, ils sont là. Nous, présentement, ce que nous disons ici nous engagera tous. Tout le monde nous regarde, tout le monde nous suit. Nous n'accusons personne. Le gouvernement, nous le savons tous, là, il ne recule pas beaucoup quand il décide de faire quelque chose. Le ministère de l'élevage agit au nom du gouvernement. Le conseiller du ministre ici présent représente le ministre, autrement dit, représente le gouvernement sur ce plateau. Nous sommes allés sur une base où c'est un projet impopulaire. Parce que quand il y a beaucoup de réactions, il y a l'impopularité dedans. C'est pourquoi les acteurs politiques réagissent. Vous savez, les points de presse qui se tiennent partout, les gens réagissent. Maintenant, nous, de notre côté, nous avons trouvé utile de ne pas réagir de cette façon. C'est pourquoi nous avons soumis une autre prospective à la haute hiérarchie. Qui a été reçue, Dieu merci. Mais je voudrais que d'ici là, le temps ne nous permet pas. Oui, c'est justement, très rapidement, on est à 4 minutes de la fin de notre temps. Je vais m'adresser au conseiller juridique. Tout le monde n'est pas juriste sur le plateau. En même temps, votre mot de fin, parce que... je suis d'accord, tout le monde n'est pas juriste. Il ne nous reste que 4 minutes. Je ressors sur ma soif, à la fin de l'émission, on va encore en discuter, mais je n'ai pas été éclairé, c'est quoi un texte anticonstitutionnel. J'ai trouvé que c'est jeté, j'ai trouvé qu'il nous explique sur ce plateau, en français, facile, parce que tout le monde nous écoute. Sa pédagogie ne m'a pas convaincu, mais il se bat toujours sur l'ancien texte qu'on va relire, qu'on va modifier. Pourquoi est-ce qu'il manque de compétences? À tous les Tchadiens et téléspectateurs qui nous suivent, nous leur demandons de faire confiance à notre gouvernement et nous demandons au ministre de l'élevage, à l'atelier qu'il prétend en fait avoir d'ici peu en N'Djamena, que tous les acteurs soient représentés, les politiques, que toutes les couches sociales soient représentées et qu'ils écoutent un temps soit peu les réactions des uns et des autres. D'accord. Docteur Yamingue, 1 minute pour votre mot de fin et je peux vous glisser cette question. Est-ce qu'au lieu de s'appesantir sur un code pastoral, est-ce que le ministère de l'Agriculture ne pouvait pas plutôt réfléchir à un élevage intensif? Oui, c'est ce qui est... 1 minute en même temps et votre mot de fin. C'est ce qui est suggéré par les recommandations du Conseil constitutionnel aussi en son temps. Je pense qu'il y a trop d'amalgame dans ce document, en plus d'être anticonstitutionnel. Et aujourd'hui, c'est un document, peut-être que beaucoup de membres du gouvernement ou de cadres du ministère de l'élevage pensent que c'est un document qui est resté dans les tiroirs. Nous autres, on a régulièrement pris le soin de l'exploiter. Mais en plus du caractère anticonstitutionnel, c'est un document techniquement pas bien, c'est un document politiquement pas bien aussi dans le contexte actuel parce que ça ne contribuera pas à la paix, à la cohésion, à la réconciliation nationale. Je suis d'accord, j'entends ce que le conseiller ici ou les autres disent, que c'est une démarche. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'est-ce qui sortira de l'atelier de validation. Je pense que c'est ça. Si on doit sortir de l'atelier de validation avec un document, avec des idées pour s'asseoir et rédiger un autre projet qui va correspondre aux dispositions de la Constitution, tant mieux. Sauf qu'entre-temps, on aura gaspillé de l'argent du public inutilement. On aurait pu commencer par là. Okay. Monsieur Douka, vous avez 1 minute pour votre mot de fin.
quelle est la proposition de l'Union des cadres chrétiens pour améliorer ce texte qui est un projet? Comme dit Dr Mamadou, il ne parle pas de code, mais il parle d'un projet, c'est bien cela? Pour nous, au niveau de l'Union des cadres chrétiens du Tchad, au niveau des laïcs tchadiens, nous voulons vraiment que ce soit un document qui soit inclusif, qui prenne en compte toutes les réalités du pays, parce qu'il faut que la paix revienne dans ce pays-là. Nous avons réagi de part et d'autre parce que nous étions en train de voir venir encore des conflits intercommunautaires à un très haut niveau. Et pour finir, je profite ici pour interpeller nos députés, nos représentants locaux. Certainement, peut-être ce texte passera par là avant sa validation. Vous êtes là pour protéger la population, faites du bien, faites à ce que qu'il y ait la paix, qu'il y ait une cohabitation réellement pacifique au Tchad, au lieu de plutôt tailler des textes sur mesure pour protéger un groupe d'individus. D'accord. Docteur Mamadou, vous avez le mot de fin. Comment allez-vous faire, votre ministère, pour vraiment prendre en compte toutes les préoccupations des différentes communautés parties prenantes à cette activité? Merci beaucoup. L'objectif même de notre département, partant du gouvernement, que je se présente sur ce plateau, et d'élaborer un cadre légal inclusif. Rassurez-vous. En aucun cas, on va opter pour un cadre légal qui sera la cause même du conflit dans notre pays. Les éleveurs là, et les agriculteurs, ce sont nos parents. Nous avons tous des parents éleveurs et agriculteurs. L'agriculture et l'élevage est exercé partout au Tchad. Donc nous sommes conscients. Et on vous rassure qu'il n'y a pas un projet caché quelque part. Nous avons opté sur une méthodologie. Et une méthodologie, chaque entité peut disposer d'une méthodologie. Nous avons opté pour une méthodologie qui peut être critiquée par certaines personnes. Et si c'est des critiques positives qui vont rentrer dans l'amélioration de ce cadre juridique-là, nous sommes preneurs. Et pour ce qui est du gouvernement, le chef de parti vient de dire que c'est un gouvernement qui ne recule pas. Vous avez déjà écrit au Premier ministre du gouvernement qui vous a reçu. Vous avez échangé avec le ministre de l'élevage, qui quelque part a pris aussi en considération les propositions que vous l'avez faites. Donc c'est un gouvernement qui prend en compte les besoins, les avis des citoyens et qui prend en compte également les besoins de ses citoyens. Donc si ça doit contribuer à la paix et à la cohésion sociale telle qu'édictée ou prise dans la résolution du dialogue national inclusif et souverain, nous sommes vraiment preneurs de toute forme de recommandation que vous allez nous faire. Nous sommes ouverts à vous. Nous vous invitons encore une fois de plus, l'Union des cadres catholiques du Tchad, les partis politiques et autres, à venir se joindre à nous. Et surtout les chercheurs aussi. Bien sûr, les chercheurs sont très importants. Oui. Déjà, au niveau du ministère, on a déjà mis un pool de juristes, qui est constitué des juristes qui sont déjà en train de travailler sur ce document. Nous avons également fait appel à d'autres expertises qui ne sont même pas du ministère. Donc c'est pour vous rassurer que ce serait un cadre légal, un cadre logique, qui sera inclusif, qui prendra en compte la vie de tout un chacun et qui nous évitera, n'est-ce pas, les conflits qui étaient la cause, n'est-ce pas, de plusieurs pertes en vie humaine dans notre pays. Je vous remercie. Voilà, merci. C'est sur ce mot de conseiller du ministère de l'Élevage que nous allons mettre terme à ce débat. Pour vous qui venez de nous prendre en marche, nous avons débattu de la question du code pastoral qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Et nous sommes rassurés, comme dit le conseiller juridique, que le ministère prendra toutes les dispositions pour éviter que ce code soit un code qui mette en conflit les différentes communautés. Merci d'avoir été de nôtre et à très très bientôt. Pour vous qui voulez nous prendre en différé, l'émission est disponible sur la page Facebook d'Electron TV. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci. Merci.